parle donc avec Sarah Feinberg. Rebonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, vous êtes chercheur à l'INSS, un centre d'études stratégiques à Tel Aviv. Et vous avez aussi publié il y a peu ce livre aux éditions Fayard, Les discriminés au cœur des discriminations, les Juifs en Union soviétique. On va reparler avec vous de la Crimée, plus tard également de l'Ukraine de façon plus générale et de la Russie. Depuis hier, on affirme haut et fort que à Sébastopol, la révolution est terminée. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop vite tourné cette page de l'histoire en Crimée? Si vous voulez, l'ironie de l'histoire, c'est que la seule population autochtone de la Crimée, qui sont en fait les Tatars de Crimée, donc cette minorité musulmane qui représente 13% de la population de la péninsule, va se retrouver mise en état d'ennemi intérieur, va se retrouver étrangère à ce projet de rattachement de la Crimée à la Russie. Comme vous savez, le chef spirituel des Tatars de Crimée, Mustafa Djamiliev, est interdit d'entrer sur cette terre, et ces Tatars qui ont été déportés par Staline les 18 et 20 mai 1944 n'ont pu revenir qu'à la fin de l'Union soviétique, et aujourd'hui, 23 ans après, les voilà à nouveau mis sur la touche. Donc là, effectivement, on tourne une histoire et on ouvre une nouvelle histoire compliquée pour cette population autochtone de la Crimée. Est-ce que vous avez le sentiment que lors de cette nouvelle page d'histoire, justement, parler d'alliances diplomatiques, finalement, elles ne servent pas à grand-chose, puisque l'Ukraine, c'était il y a peu l'ami de tout le monde, qui n'a été aidé finalement par personne? Bon, effectivement, cette affaire de la crise ukrainienne a été la crise la plus grave qu'ait vécue le Pentagone, les États-Unis et l'Union européenne dans les dernières années. Lundi, au sommet de La Haye, comme vous savez, le G7, donc composé de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis et du Japon, ont exclu la Russie. La Russie était entrée dans le G8 en 1998 et la voilà exclue de ce club des grandes nations. Mais quelles vont véritablement en être les conséquences? Poutine dit qu'il s'en moque. Son indéboulonnable ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, également. Les seules sanctions qui pourraient changer peut-être la donne seraient des sanctions financières, économiques, massives, introduites par les États-Unis. Obama y a fait allusion en début de semaine. Très timidement, personne n'est prêt à vraiment se mouiller dans cette affaire des sanctions. Les Allemands, et le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle est extrêmement divisée dans sa relation au dossier ukrainien. Comme vous savez, les pays baltes et la Pologne ont été les plus actifs dans cette histoire. Les Polonais ont déjà déployé 7000 réservistes en cas de conflit avec Moscou, en cas d'escalade des violences, et eux se trouvent extrêmement pro-Maïdan, pro-ukrainien. En Europe de l'Ouest, on a des positions plus mitigées, notamment... Plus mitigées parce qu'on n'a pas la capacité financière de soutenir l'Ukraine. L'Allemagne dépend à 60% du gaz russe. Comme vous savez, l'Union européenne dépend à 30% du gaz naturel russe. Et avant que l'Allemagne et les Européens n'aient des sources alternatives, notamment américaines, puisque l'Amérique est le premier producteur mondial de gaz naturel, venant avant les Russes, ils vont être mitigés et assez timides. On l'a vu précédemment, c'est ce qui s'est passé en Géorgie à l'été 2008. Mais en gros, ce que vous nous dites, si je comprends bien, c'est que personne ne peut rien contre Poutine. Le problème de la Russie, c'est que c'est à la fois une superpuissance et un château de sable. Personne ne peut rien parce que Poutine, au moment où les Américains étaient occupés en Irak et en Afghanistan, a avancé ses pions en Asie centrale, dans tout l'espace ex-soviétique, mais aussi en Syrie et en Iran, où il ne peut pas changer la donne, mais il a les règles du jeu. Et ça, il le sait très bien. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a bloqué les États-Unis et l'Union européenne, et alors que c'est une puissance économiquement faible et qui n'est pas soutenable dans l'avenir à cause d'une démographie catastrophique, des pratiques politiques qui ne peuvent pas être, qui ne sont pas durables, aujourd'hui la Russie a réussi à avoir la part du lion et à bloquer un certain nombre de dossiers, notamment au Moyen-Orient. Alors justement, on a le sentiment, et on en parle beaucoup, que tout se joue en ce moment entre d'une part les États-Unis, de l'autre la Russie. Est-ce que c'est le cas selon vous? Alors, il y a un autre acteur qui est très important et qu'on ne voit pas beaucoup, et c'est la Chine. Et en réalité, dans cette affaire ukrainienne, à la fois la Russie et aussi les États-Unis courtisent
cette puissance montante qui est la Chine. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine, il essaie de garder un maximum de ce qu'il peut garder du territoire ukrainien afin de créer cette immense union eurasiatique qui irait en gros des régions occidentales de la Russie à l'extrême-orient russe et se rapprocher ou avoir une influence plus grande sur la Chine. Les Russes ont très peur des Chinois, notamment parce que les Chinois ont une présence démographique très forte en extrême-orient russe. Et un jour, les Chinois pourraient faire ce que les Russes viennent de faire en Crimée, en disant, écoutez, démographiquement, nous sommes plus nombreux que vous, cette partie sera rattachée à la Chine. Les États-Unis, maintenant, sont en train de redéployer leurs forces militaires, surtout militaires et économiques, en Chine et en Asie du Sud-Est, parce qu'ils comprennent que l'avenir pour eux est là. Alors justement, vous parliez de la Crimée, c'était la première cible de Poutine en Ukraine. Est-ce que la deuxième, c'est la Transnistrie? On en parle beaucoup en ce moment. Alors, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de caricatures qui montrent que Poutine mange la Crimée en entrée et puis la Transnistrie, c'est le dessert. Comme vous le savez, la Moldavie veut faire partie de l'Union européenne, s'est rapprochée de l'OTAN. Et Poutine, son arme contre tous ces petits pays comme la Géorgie, la Moldavie qui veulent tomber dans le camp de l'OTAN, l'OTAN est le plus grand ennemi de la Russie, et de soutenir des mouvements séparatistes, irrédentistes, donc l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en Géorgie, et la Transnistrie, donc composée dans une part assez importante de Russes ethniques, aux abords à la frontière moldave. Justement, Sarah, on a le sentiment quand vous parlez, et on le sait, l'histoire de l'Ukraine, elle est largement liée à la Russie. Est-ce que c'est pas un peu trop facile de croire que tout va se régler avec des accords et à coup d'injection de la part de l'Union européenne notamment? La situation est grave en Ukraine et tous les scénarios sont possibles. Il est possible aussi que Poutine intervienne dans les régions orientales de l'Ukraine et finissent par recréer les frontières d'avant 1939-1940, avant le pacte Molotov-Ribbentrop, et divise une Ukraine entre une Ukraine de l'Ouest et l'Ukraine de l'Est. Donc tous les scénarios sont possibles. Merci beaucoup Sarah Feinberg d'avoir été avec nous.